Bienvenue dans notre émission Ton histoire, mon combat. Cette émission qui est là pour inviter des femmes qui vont nous parler de leur sujet, de leur traumatisme et de leurs expériences. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet compliqué, les violences familiales, notamment verbales, on va parler aussi d'inceste et aussi de l'impact profond que cela peut avoir sur les personnes. Et malheureusement, dans nos familles, ce genre de violence est beaucoup trop banalisé, voire normalisé. Et aujourd'hui, mon invitée on est la témoin parce que ça a eu un impact sur elle, mais aujourd'hui, elle s'en est sortie et je la laisse le présenter. Je te laisse le présenter du coup. Bonjour à toi. Bonjour à toi, merci Kétine de me recevoir. Merci à toi. Je m'appelle Rachel, du coup j'ai 19 ans. J'ai grandi dans une famille chrétienne et aujourd'hui je suis en BTS, en alternance dans un cabinet d'avocats. Ok, comment tu te sens par rapport à partager ton histoire aujourd'hui? Alors au début, honnêtement, j'étais un peu... j'ai jamais osé le faire, tout simplement parce que j'aime pas forcément qu'on sache ce que j'ai vécu dans ma vie, etc. J'aimais beaucoup garder ce masque de Rachel femme forte, Rachel qui n'a jamais souffert, etc. Sauf que en parler, je me dis qu'en fait il y a des gens qui ont subi ce que moi j'ai subi et en fait peut-être en parler et voir comment aujourd'hui je m'en suis sortie, ça peut les aider et aider les autres, c'est honorable pour moi. Donc voilà. Ok, génial. On va commencer par ton histoire. Alors, du coup, quand on parle de violence familiale et de violence verbale, ce sont des choses qui sont très basées dans la famille afro-descendante et afro, et qui malheureusement ont un impact sur les générations futures, sur nous en grandissant. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu as vécu? Totalement. Alors du coup, pour vous expliquer ce qui s'est passé en 2021, je vais revenir dans les faits. Ma mère mes deux parents sont divorcés, mes parents biologiques sont divorcés. Ils ont divorcé quand j'avais 10 ans. Donc du coup, ma mère a eu la garde, donc elle me gardait avec mes frères et sœurs. Et du coup, elle a décidé de refaire sa vie avec un homme. Sans forcément le connaître, on a directement emménagé avec lui, donc dans une autre ville, la Villeneuve-Saint-Georges, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en été 2021, il a eu des attouchements me concernant qui se sont répétés ensuite en été 2022. Voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est que ça a été très dur pour moi au début d'en parler. Donc c'est-à-dire que pendant un an, j'en ai pas du tout parlé. D'accord. Il y avait eu un fait en 2021, mais ça s'était plus jamais reproduit parce qu'il y avait personne, il n'y avait pas ma mère, il n'y avait pas mes frères, il y avait personne chez moi, on n'était que deux. Et ça s'est reproduit en 2022 où effectivement à ce moment-là, on était encore que deux. Et du coup, j'ai décidé d'en parler et de combattre ce mal qui me tourmentait en fait. Ok, pas de souci. Et est-ce que par rapport à ce que tu as vécu, il me semble aussi que tu as vécu du coup au-delà de ça, qu'est-ce que par rapport aux violences verbales vraiment, à quel moment ça a commencé? Alors mes violences verbales familiales ont commencé quand j'étais un petit peu plus petite, dans le sens où c'est après, avec le recul, bien évidemment, que je me rends compte des choses. Je tiens à le préciser, puisque c'est pas tout de suite qu'on se rend compte de ce que la famille, quel impact la famille a sur nous. Mais quand j'étais plus petite, je pense que c'est un peu dans l'éducation qu'on m'a donnée. Par exemple, à l'école, j'étais harcelée, etc. et j'en parlais pas. Dans ma maison, ce qui se passait, mes frères et sœurs, parfois ils étaient un petit peu durs. Quand je prenais un peu de poids, oui, directement t'es grosse. Sauf qu'en fait, moi, ça fait l'effet inverse sur moi. C'est-à-dire qu'on me donne un conseil, je vais plus continuer dans ce que je faisais que dans l'amélioration de ma personne, etc. Et en fait, ça a vraiment commencé depuis que je suis toute petite, où c'est peut-être des petites réflexions, des petites choses qui font qu'à chaque fois, ça alimente le truc, ça alimente. Et en grandissant, je suis restée dans ce truc de Rachel, tu ne parles pas, Rachel, tu te bats toi-même, tu règles des problèmes toi-même, tu ne racontes pas. Je suis quelqu'un qui dit oui à tout, surtout à ma famille, je suis quelqu'un qui dit vraiment oui à tout. Pourtant, je suis très dure avec les autres. Et en fait, ça a vraiment commencé depuis mon enfance. Depuis ton enfance. Et qu'est-ce que tu pourrais dire que ça a eu un impact sur toi en grandissant? Parce que du coup, ça a l'impact que j'ai pu comprendre comment tu racontes, c'est que du coup, t'as comme une carapace en fait qui t'est créée, c'est ça? Totalement. Ce qui s'est passé en grandissant, c'est que même quand je souffrais, j'étais toujours quelqu'un de très souriant, très solaire. En fait, c'est comme si j'avais perpétuellement un masque. Sauf que le masque, parfois, il est trop lourd à porter. C'est ça. Et en grandissant, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'insécurité et énormément de choses qui ont été bâclées dans mon enfance ou en grandissant. Et en fait, tout est revenu d'un coup avec ces faits-là. Et en fait, c'est comme une bombe, en fait. Et je me suis rendu compte que je ne me connaissais pas.
Donc le plus gros impact que ça a eu, c'est la reconnaissance envers moi-même, puisque je me connaissais pas en fait. Je savais pas ce que Rachel elle aimait, puisque l'image qu'on donnait de Rachel, dans le sens où Rachel, moi je veux que tu fasses telle étude, je veux que tu fasses ça, je veux que tu sois ça, je veux que tu sois comme ci, je veux que tu sois comme ça, tu dois être parfaite, tu dois rentrer dans toutes les cases. Bah c'est vraiment ce que je suis devenue, mais ça me ressemble pas. Ça me ressemble pas, ça ressemble pas à la personne que je suis, ça ressemble pas à... Je me suis rendu compte que l'image que je me donnais, à un moment donné, ça colle pas, ça peut pas rester éternellement comme ça. Ouais. Et je sais que plus autour de moi, ça a un peu choqué, puisque c'est pas la Rachel qu'on connaît. Ben, c'est normal, la Rachel qu'on connaît, elle est pas comme ça. Ouais. La Rachel qu'on connaît, elle parle pas comme ça, elle est pas comme ceci, elle est pas comme cela. Ben, en fait, la Rachel que vous connaissez, ben, moi-même, je la connais pas. C'est ça qui est... En fait, t'as vraiment un problème identitaire, en fait. Totalement. Et comment tu peux parler de ce processus que tu as eu à faire au niveau identitairement parlant? Dans mon identité, pardon, ce qui a changé, c'est qu'en 2022, donc vers mars-avril 2022, j'ai vraiment commencé à sentir ce vide. C'est vraiment à ce moment-là où je me suis dit, en fait, tout allait trop bien. Même après ces histoires, tout allait trop bien. Et moi aussi, je me suis rendu compte qu'il y a un truc qui va pas. Tout a l'air d'aller très bien. J'ai pas forcément de problème, je vais bien à l'école, j'ai des amis, mais je sais pas, il y a un truc qui va pas. Et en fait, pendant plusieurs nuits, je rêvais que je priais, etc. Faut savoir que effectivement, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Donc mes grands-parents sont chrétiens, ma mère connaît Jésus. Quand j'étais petite, j'allais à l'église, mais elle a vite arrêté. Donc moi j'étais petite, je suivais ma maman, elle arrête d'aller à l'église, j'arrête d'y aller. Donc c'est-à-dire que pendant une dizaine d'années, j'ai coupé ce lien. Donc j'allais plus à l'église, je connaissais plus ça. Donc me voir rêver de prier, c'était un peu bizarre. Sachant qu'il faut savoir que dans ma famille, ma soeur effectivement a donné sa vie à Jésus, s'est baptisée, etc. Ouais. Donc c'était ma seule figure de chrétienté, mais mes frères n'étaient plus du tout dans ça. Et je vivais avec mes frères. Ma soeur elle s'est mariée, etc. Mais je vivais avec mes frères. Mes frères, c'est pas du tout, ils ressemblent pas du tout aux chrétiens lambda. Ils croient en Jésus, ils le connaissent, mais ils ne vivent pas leur chrétienté. Donc du coup, j'allais pas à l'église, je connaissais pas forcément des gens qui allaient à l'église aussi. Et en fait, je faisais perpétuellement ce rêve-là de oui, Rachel, tu te vois prier en fait, je me voyais prier. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais un vide en moi. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que je me sentais vide. Je suis souriante, je paraissais heureuse et je me suis convaincue de paraître heureuse puisque les gens autour de moi étaient heureux. Et en fait, je me suis rendu compte que non, je suis vide. T'étais dans un déni en fait. Exactement. Je pense que c'est à ce moment-là que le masque il a commencé à tomber. À tomber dans le sens où Rachel, en fait, tu vas pas bien. Et ça, tu t'en es pas rendu compte. Parce que moi, dans mon idéologie, c'est si les gens sont heureux et que moi je suis malheureux, c'est pas très grave. Tant que les gens que j'aime sont heureux, si je dois faire moi des sacrifices pour qu'ils soient heureux, bah je le ferai. Et c'est ça la difficulté. Sauf que quand tu te donnes comme ça 100% aux gens, toi t'as rien pour toi. Et du coup t'es heureuse, tu vis du bonheur des autres, mais les autres ne te donnent pas le même bonheur en retour. Et quand j'ai pris conscience de ça, en fait ça m'a donné une belle gifle. Parce qu'en fait je me suis sentie seule, perdue, inconnue. Et je savais pas d'où je venais. C'est-à-dire que oui, j'ai une famille, j'ai des frères et sœurs, etc. Mais chaque personne de ma famille a sa propre identité, a son propre caractère, a sa propre personnalité qu'on accepte. Et moi, c'est comme si j'étais un peu modelée. Vous voyez, quand Dieu, il modèle l'humain, quand il modèle l'Adam, ben c'est exactement ça avec ma famille. C'est que j'ai l'impression qu'on m'a modelée. Et au final, je sais pas qui je suis. Donc du coup, j'ai fait cette prière en me disant, mais Seigneur, je me sens vide. Je sais pas. Je me sens vide, je sais pas, j'ai rien. Je sais pas, je me connais pas, j'ai rien qui me donne envie de continuer franchement de vivre ou autre. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce qui peut se passer? À ce moment-là, j'ai commencé à aller à l'église, à rencontrer des chrétiens. J'avais une amie à moi en plus de mon lycée qui allait à l'église et elle m'a proposé une église et j'y suis allée. Et c'est comme ça en fait que j'ai vraiment renoué avec le Seigneur, que j'ai connu mes amis chrétiens aujourd'hui, que j'ai connu des gens qui sont toujours là pour moi et qui m'ont permis aussi d'évoluer dans cette foi-là. Waouh, c'est extraordinaire ce que tu dis. Parce que c'est vrai que quand on est dans l'identité, c'est vraiment quelque chose qui est problématique quand on arrive en Christ. Totalement. Parce qu'en fait, le monde nous donne une identité que Dieu nous donne tout l'inverse.
Et c'est le but en fait, c'est le but que de nous perdre par rapport à une identité qui n'est pas la nôtre. Et ce qui est intéressant, je vais revenir sur un truc que tu as dit, c'est qu'on te modelait à leur manière. Et c'est souvent très fréquent dans les familles, c'est qu'en fait, les familles ne laissent pas leurs enfants être eux-mêmes, ils veulent que les enfants soient eux, ou soient ceux qu'ils veulent qu'ils soient en fait, tu vois. Et par rapport à ça, est-ce que tu aurais des mots à dire par rapport à ces violences-là, peut-être on dit violence, mais plus ces mots blessants, cette manière de vouloir contrôler la vie de leur enfant en fait. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? C'est un peu compliqué comme question. Oui, en fait, c'est une question qui est très compliquée. Moi, si je pouvais donner un conseil, c'est vraiment apprendre à se connaître. Dans le sens où, aujourd'hui, on est un peu dans un monde où on entend tout et n'importe quoi. Et tout le monde ne s'en sent pas forcément à l'aise, que ça soit mentalement, dans son corps ou autre. Il faut apprendre à bien se connaître dans le sens où, moi, par exemple, je suis quelqu'un... je sais par exemple que je suis intelligente, mais est-ce que j'ai forcément envie de continuer jusqu'au master? Je suis pas sûre. En fait, parfois, il faut se poser des questions et se dire, est-ce que moi j'aime vraiment ce que je suis en train de faire? Parce qu'en fait, la difficulté, c'est que là, par exemple, je suis en train de terminer mon BTS et la question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce que j'aime ce que je suis en train de faire? Waouh, c'est ça en fait. Pourtant, je sais que je vais aller au bout. Oui. Je vais aller au bout de mon BTS et je sais que je vais l'avoir. Mais la difficulté, c'est est-ce que j'aime ce que je fais? Est-ce que dans l'endroit où je suis, je me sens bien? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose au final qui fait que il y a quelque chose qui va pas en fait dans ce que je vis? Ce qui m'a fait le plus mal en réfléchissant, c'est que je me suis dit que j'ai vécu quelque chose de très traumatisant en 2021 et j'arrive en 2022, je me sens vide et heureuse et je me pose pas la question. Et parfois en fait on vit des choses, on met de côté nos souffrances et en fait on oublie qu'elles reviennent. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'en suis arrivée où j'en suis aujourd'hui, que je développerai plus tard, mais c'est ça qui fait le changement. Et malgré tout, malgré le fait que je m'en suis rendu compte en 2022, c'est pas la raison pour laquelle je me suis arrêtée. C'est-à-dire que même après, j'ai continué. Et pour avoir vraiment la vraie révélation et la vraie prise de conscience et de décision, c'est quand j'ai décidé de prendre des décisions pour moi. Et je pense que ça, c'est la chose la plus importante à faire, c'est vraiment penser à soi. Moi, je ne le faisais pas. Pourquoi? Parce qu'on me disait, non mais Rachel, toi tu penses qu'à toi t'es égoïste, toi t'es ceci, toi t'es cela. Ah, c'est la phrase qu'on dit tout le temps. Vraiment. Et en fait, il ne faut pas oublier que malgré le fait qu'on dise des mots, on est quand même des humains. Dans le sens où, peu importe le statut de la personne, que je sois forcément ton frère, ou ta soeur, ou ta mère, ou tes grands-parents, les mots ont un impact sur la vie des gens. Peu importe le statut de la personne. Et ça, il faut vraiment qu'on puisse le dire haut et fort sans que ça soit un problème. C'est pas parce que t'es ma maman ou que t'es mon père que tu dois tout me dire et que je dois tout accepter surtout. Oui, parce qu'en fait, c'est surtout, on peut tout nous dire, mais on doit accepter forcément. Mais c'est pas le cas. Et en fait, il y a beaucoup de mots et de choses, comme en fait, je rentrais dans ce modelage-là, on me dit Rachel, tu parles trop, eh ben je parle plus. Wow. On me dit Rachel, t'es égoïste, eh ben je partage tout ce que j'ai. Sauf que moi, j'ai pas de demi-mesure. Justement, quand je parle du fait que je donne tout ce que j'ai aux personnes que j'aime et que je suis un oui sur pattes, c'est vraiment que je donne tout. J'ai pas de demi-mesure. Le problème, c'est que tu te perds et que tu perds ton essence de vie. Ok. Et c'est vrai que t'as raison. C'est vrai que c'est compliqué parce que tu sais plus qui tu es. Tu ne sais plus où t'en es. Et en fait, quand tu n'as pas que tu sais plus où t'en es, tu ne t'es jamais connu. C'est ça qui est horrible dans cette histoire parce que et du coup, par rapport à ça, tout ce que tu as vécu, les expériences, les violences, les abus, est-ce que tu pourrais revenir un petit peu plus en détail sur ce que tu as vécu, des exemples de trucs qu'on a pu te dire par exemple? Alors, je peux revenir en détail sur plusieurs faits. Par exemple, mes agressions sexuelles, j'ai pas besoin de revenir dessus puisque ça porte le nom. Mais par exemple, je vais raconter plus par rapport à ma maman parce que je pense que c'est ça qui m'a vraiment le plus touchée. C'est vraiment ma mère, puisque du coup, c'est ma mère. Du coup, ma mère était avec cet homme-là et ce qui s'est passé, c'est que au début, elle était très choquée de ce qui s'était passé. Et c'est pour ça que j'avais eu du mal à lui en parler. Parce que j'avais fait une promesse à ma soeur. Je lui avais promis que s'il se passait quoi que ce soit, j'allais lui en parler en premier. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai tenu ma promesse et je m'en ai parlé à ma soeur. Ensuite, bref, je suis partie porter plainte, etc. et j'en ai parlé à ma maman. La difficulté, c'est qu'avec ma maman, après cette histoire, j'ai l'impression que notre relation s'est totalement brisée. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a eu des termes qui ont été très très violents à mon égard.
Par exemple, je donne un exemple bête. J'étais rentrée, enfin, j'étais très souvent à l'église parce que, comme chez moi, je me sentais en insécurité. Mon seul repère, c'était l'église parce que c'était le seul moment, c'était un refuge. C'était le seul endroit où je me sentais bien, où je me sentais accueillie, où je me sentais chez moi. Et en fait, je passais énormément de temps à l'église. En fait, j'allais à l'école la semaine, j'étais au lycée, donc j'allais au lycée à la semaine, etc. Donc je rentrais chez moi, je mangeais, je dormais. Mais mes week-ends, je les passais vraiment que à l'église ou avec les gens de l'église, avec mon groupe de jeunes où vraiment on était tout le temps ensemble, on communiait ensemble et je me sentais bien, je me sentais acceptée et je me sentais moi-même. Un jour, je reçois un message de mon frère, il me dit oui, rentre à la maison, il est tard, il était 19h30, mais en heure d'hiver, il fait nuit très tôt. Et j'étais à l'église, j'étais à mon culte, je lui dis oui, mais je suis à mon culte, là pour le moment, je rentrerai plus tard, tout simplement. Il me dit écoute, non, rentre, je veux que tu rentres. Moi, je l'écoute pas, je rentre après ma célébration, puisque je voulais aller à ma célébration, j'étais avec mes amis, etc. Je rentre à la maison, je vais en parler à ma maman du coup pour lui dire mais maman et tout, est-ce que tu trouves ça normal? Il me dit oui, mais tu peux pas lui en vouloir, il veut ton bien, il veut pas que tu sois en danger. Je lui dis là, je l'entends, il n'y a pas de problème, mais je me suis sentie, j'étais en danger chez moi. J'ai vécu une agression chez moi, c'est pas dehors qui va me faire peur. Dans le sens où, pour moi, c'est comme l'intimité, c'est ton chez toi, c'est tes quatre murs. Ben oui. Si t'es en danger là-dedans, pour moi, c'était inconcevable que je me sente pas en danger dehors. En fait, j'étais en sécurité nulle part, sauf à l'église. Là où je me sentais très très bien. Mais partout où j'étais en insécurité. Et elle me dit, mais Rachel, t'as jamais été agressée? Si c'est arrivé, c'est de ta faute. Et en fait, c'est ça qui est, c'est une blague. qui est violent. Mais je t'assure que la réaction que j'ai eue, c'est que j'ai rigolé. En fait, je sais pas. Quand elle m'a dit ça, je l'ai regardée. Je suis partie. Parce que qu'est-ce que tu veux dire à cette personne-là? Mais oui. En fait, qu'est-ce que tu vas lui dire dans le sens où elle te dit mais c'est de ta faute. En fait, je pense que horrible. Ils se rendent pas compte de la violence du propos, je pense. Et c'était d'une extrême violence, pour moi en tout cas. Les faits, ils s'étaient passés il y a 2 mois. C'était pas comme si c'était il y a 1 ou 2 ans. C'était il y a 2 mois. Elle te dit, ah, c'est ta faute. Ou elle me dit, non mais à cause de tout ça, je peux pas payer mes factures, je vis seule. En fait, parfois, c'est juste des petites phrases ou des petites remarques qu'elle se fait elle-même. Et tu sais que c'est par rapport à ce qui s'est passé. Tu sais que maintenant elle vit plus avec son conjoint mais qu'elle est seule à cause de ce qui s'est passé, parce qu'il est parti de la maison, parce qu'il t'a touché, etc. Sauf que, en fait, tu te sens, c'est toi qui culpabilise. Et c'est pas la personne à côté. Ou ma mère qui me dit parfois t'es bête, ou tu t'auras jamais de mari, va te jeter à la poubelle parce que je voulais pas forcément faire à manger, ou des trucs comme ça en fait. Ou j'ai arrêté de faire le ménage parce que j'avais pas forcément le moral. Ah, mais en fait, elle est très dure sur ces points-là. Elle a beaucoup d'ego. Et je m'en souviens, j'y pense là, maintenant, je m'en souviens, on était en 2019. Ok. Et j'avais déménagé à Villeneuve, etc. Et j'avais un ami à moi qui était vraiment mon frère. Je le considérais vraiment comme mon frère. Et d'ailleurs, mon dernier frère, le connaissait très bien. Cet ami à moi, c'était comme mon meilleur ami. Il est décédé. Et quand il est décédé, j'étais tellement pas bien. C'est un décès, c'est normal. J'ai 14 ans, je sais pas comment appréhender la chose. Bah oui, t'es très jeune. J'avais jamais connu le décès de gens proches. Tu sais pas forcément comment aborder la chose. Et j'étais mal, j'étais tout le temps mal parce qu'en fait je me dis cette personne, je la vois plus. Genre je vais plus jamais la voir. Et un jour, j'étais dans mon lit et je me reposais parce que j'allais pas forcément bien. On était en août. L'enterrement il a eu lieu en août aussi, début août. Quelques jours après en plus mon anniversaire. Et il y a un truc qui faisait que j'étais pas bien, j'étais dans ma chambre. C'est totalement normal, oui. Et à un moment donné, ma mère, elle débarque et elle toque et elle ouvre toutes tes portes. Oui, Rachel, tu sers à rien, etc. Et elle me frappe, elle me dit, mais je comprends pas pourquoi ce garçon, il t'accorde de l'importance et tout. De toute façon, s'il est mort, c'est de sa faute. Parce qu'il s'était noyé, etc. Comment tu peux dire... J'ai 14 ans. Tu peux pas me dire ça, en fait. Qu'un enfant est décédé de son propre gré, alors que ce n'était pas le cas, c'était quelqu'un qui aimait vivre la vie. Et en fait, plein de choses comme ça qui font que tu te sens mal. Je me lève le matin, on m'insulte, sans raison. Tu te lèves, t'entends des insultes. Soit parce que tu te lèves parce qu'il est 10h, ou parce que tu passes ton temps à dormir parce que t'es fatigué. Et moi, après mon bac, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une alternance. Donc j'étais au travail et à l'école.
mon travail est à 1h30 de chez moi, donc je fais 3 heures de transport par jour. C'est énorme, ça veut dire que je fais 9h30, 18h, donc je pars à 8h, je rentre à 19h30, je suis fatiguée. Et mon seul repos, c'est le samedi et le dimanche. Sans compter que le dimanche, je sers. Donc, t'es fatigué et le matin, parce que tu te lèves, parce qu'il est 11h ou midi, je peux comprendre que voilà, c'est 11h midi, mais c'est pas 14, 15h, t'es fatigué. Et oui, on t'insulte, on t'injure. Oui, pourquoi t'es venue au monde? Pourquoi je t'ai faite? Je vois pas pourquoi t'es comme ça. T'es une ingrate, etc., etc. Et c'est des mots parfois qui rentrent en fait en toi et ils ressortent pas. Et c'est ça, franchement, c'est ça la plus grosse méchanceté, c'était que c'est des mots qu'on s'inflige à nous-mêmes. Et quand elle m'a dit par exemple la phrase oui, bah tout ça c'est arrivé à cause de toi, une culpabilité monstre. Parce que en fait, c'était une culpabilité envers moi-même. Mais pas envers la personne, parce que bizarrement, après je me suis baptisée, etc. Mais la personne, j'ai réussi à lui pardonner. Mais la personne que j'avais pas réussi à pardonner, c'était moi. Et c'était compliqué de faire face à ça. Bah oui, tu m'étonnes. Et du coup, oui, t'as un problème de culpabilité, je suppose. Totalement. Après ça, après cet événement, et par rapport à ce que tu m'as dit, c'est vrai que c'est extrêmement violent. Et est-ce que à l'époque, tu te rendais compte que c'était... carrément, tu t'es rendu compte que ça t'affectait vraiment et que ça avait vraiment un impact sur toi? C'est à quel moment que tu t'es rendu compte de ça? En fait, je pense que ça a eu un... En fait, je savais que ça avait déjà eu un impact. Parce que dans le passé, quand je venais d'arriver à Villeneuve-Saint-Georges, ma soeur est partie. Parce qu'elle s'est mariée, etc. Ma soeur est partie. Et j'étais pas comme ma soeur. Et en fait, ma mère faisait systématiquement des comparaisons avec ma soeur. Et ça, c'est normal, on est deux personnes totalement différentes. C'est normal qu'on fasse des comparaisons, etc. La difficulté, c'est que c'était des comparaisons qui étaient violentes. Dans le sens où, ouais, toi, tu me sers à rien. Ouais, pourquoi ta soeur, elle est pas là, etc., etc. Et en fait, je pleurais beaucoup. Je pleurais beaucoup. Et en fait, j'ai arrêté de pleurer. Je me suis reconstruite dans quelque chose. J'ai commencé à manger. Je mangeais sans arrêt. Sans que ça me dégoûte, sans que ça me débecte. Je mangeais pour tout et pour rien. Parce qu'en fait, j'en avais marre de verser des larmes. Et j'ai essayé de me réconforter dans quelque chose d'autre. Je connaissais pas Dieu. Je connaissais pas ses bras ou ses parvis. J'étais seule. Donc j'ai commencé à me réfugier dans la nourriture. Donc ça, c'était le premier impact. Tu mangeais tes émotions? Oui, je mangeais mes émotions. Et après, quand j'ai commencé à grandir, j'ai compris que c'était bizarre, dans le sens où j'osais pas forcément dire ce que je pensais. J'osais pas dire ce que je pensais, j'osais pas dire non, j'osais pas remettre en question l'avis de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que tu me dis en fait, je suis devenue aussi très naïve. Tu me dis quelque chose, je vais te croire. Je vais pas chercher plus loin que ça. Tu me dis de faire quelque chose, je vais pas aller plus loin non plus. Je vais faire ce que tu me dis et c'est tout. Et même pour éviter qu'on me fasse des problèmes ou qu'on me crie dessus ou qu'on m'insulte sans raison, j'ai préféré prendre de l'avance sur certaines choses et toujours me mettre en sécurité. Dans le sens où j'évite tout problème dès le début. Même si je dois avoir des problèmes de santé, des problèmes mentaux, problèmes financiers, au moins on va pas me prendre la tête en fait. Et le problème c'est que c'est là que c'est compliqué, c'est que ça va pas dans aucune sphère de ma vie. Quand on regarde bien, financièrement ça va pas, mentalement ça va pas, physiquement ça va pas. Qu'est-ce qui va au final? Et spirituellement ça va pas non plus. Je pense que c'est ça le pire, oui. C'est que spirituellement ça va pas. Au final je vais pas bien, mais les autres sont heureux. Donc vu que les autres sont heureux, je vais bien. Mais non, c'est pas le cas. En fait, t'avais l'impression que c'était ça, que t'étais pas importante. Exactement. En fait, t'avais pas de valeur à tes yeux, c'est ça? Totalement. Et par rapport à ça, par rapport à tout ce que t'as vécu, le manque de valeur, le manque d'amour envers toi-même, comment ça va actuellement par rapport à ça, de ta reconstruction en fait? Où tu en es à peu près? Alors, ma reconstruction, pour le moment ça va très bien. Et pas pour le moment, je pense que ça va aller mieux jusqu'à la fin de ma vie, j'en suis sûre. Parce que déjà j'ai réussi à reconnecter avec le Seigneur. Déjà ça c'était quelque chose qui a été très dur. Dans le sens où j'ai reconnecté avec lui, ça allait mieux. Mais en fait comme ça revenait, c'était un problème qui... En fait c'était des problèmes sur la durée. C'est-à-dire que de 2021 à 2024, à fin 2024, j'ai pas connu la paix. Donc pendant 3 ans, j'étais en guerre. Que ça soit avec moi-même, avec le Seigneur, avec ma mère, c'était une guerre perpétuelle. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'en fait, Rachel, non, il faut que tu changes, il faut que tu prennes des décisions. Et autour de moi, on me disait, non mais Rachel,
comment tu fais? Quand j'en parlais, quand je trouvais le courage d'en parler, on me disait, mais Rachel, comment tu fais? C'est une vraie question. Puisque pour vous raconter l'impact que le oui a eu sur ma vie, c'est-à-dire que je me suis baptisée, etc. Et je voyais que ma mère, elle allait pas bien. Et moi, pour le bien de ma mère, j'étais capable de tout. Et je lui ai dit, tu sais quoi, cet homme-là, je vais lui parler, il va revenir à la maison. Ok. Donc, je l'ai fait revenir. Il est revenu pendant des mois. Je l'ai caché à ma famille, je l'ai caché à mes frères, je l'ai caché à mes soeurs. Et à ma soeur plutôt. Et en fait, juste pour le bien de ma mère, je l'ai caché. Mais moi, j'étais pas bien. J'étais toujours en insécurité. Je me sentais pas moi-même. Et en fait, cet homme-là, je me suis rendu compte que ça s'arrangeait pas avec le temps au final. C'était juste de façade. C'était juste de façade. Et fin 2024, j'ai compris que ça allait pas. Que ma mère, elle me comprenait pas. Que ma mère ne m'avait jamais cru, surtout par rapport à cette histoire. Et que je me sentais pas soutenue. La seule chose, je pense, qu'elle voulait, c'était lui. Sauf que tu peux pas avoir les deux. C'était pas possible. Par exemple, un autre exemple qui est quand même assez ahurissant pour moi, j'ai vécu des agressions sexuelles en juillet 2022. Je te dis que c'était depuis août 2021. Tu te maries avec lui octobre 2022. C'est chaud. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ouais. Et j'ai dit oui à ça. J'ai dit marie-toi. En fait, ok. Et ma mère, oui, mais est-ce que tu veux venir? Non, j'ai pas envie. Tu penses pas à moi, tu penses à toi. La blague. Vous voyez l'impact que ça? C'est-à-dire qu'il y a tellement une mainmise. Vous voyez, je sais qu'en parlant, je sais pas si on pourra mettre l'image, mais la main avec les fibres, comme le marionnettiste, c'est exactement ça. Et en fait, mentalement, tu culpabilises. Ouais, je viens. Moi, le jour de son mariage, oui, mais je suis pas au mariage de ma mère quand même. C'est dur, etc. Mais non, c'est pas normal. C'est pas normal. Et après réflexion de tous ces éléments, et après toutes mes souffrances, octobre 2024, je me dis non, c'est mort. Je peux pas commencer l'année 2025 comme ça. Ce n'est pas possible. Je dois trouver une solution, mais ma seule solution, c'était de partir. Je ne veux ni vivre avec mes frères, parce que tout simplement, mes frères, c'est des hommes. Eux aussi sont amenés à vivre leur propre vie de famille, et j'ai pas forcément envie de m'imposer. Tout simplement, et je pense que c'est mieux pour eux et c'est mieux pour moi. Ça allait pas forcément m'aider dans ma reconstruction personnelle. J'ai pas envie de vivre avec ma soeur. Ma soeur, elle a son enfant, elle a son mari, et mes frères et soeurs, de toute façon, je savais que dans tous les cas, ils allaient me soutenir. Parce que après ces histoires-là, mes frères et soeurs, ils ont quand même été très présents. Ils ont vraiment fait attention à mes émotions, à mes sentiments, et essayé de faire en sorte que je me sente mieux. La guerre, elle n'a pas forcément été entre mes frères et soeurs, mais elle a été plus entre ma mère et moi. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, ok, pars. Et j'ai prié pour ça. J'ai prié sans relâche. J'ai prié et je me suis dit, mais Seigneur, je pense que le meilleur moment, c'est de partir. Et en fait, je me suis rendu compte que le Seigneur me l'avait déjà dit. Mais pour ne pas rentrer en conflit et pour pas créer plus de problèmes qu'il y en avait, j'ai été contre, en fait, ça. Et c'est-à-dire que je mettais eux au-dessus, ma mère au-dessus de tout le monde, Dieu, et moi en dessous de mes amis, de ma famille, etc. Donc moi j'étais en bas et tout le reste était en haut. Et en fait je me suis dit, oh non, le Seigneur a dit, tu t'aimes toi, tu aimes les autres, tu m'aimes à la même égalité, en fait sur le même piédestal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut être au-dessus de quelqu'un d'autre. Donc là, il faut vraiment que tu prennes des décisions et que tu partes en fait. Je vais t'accorder. Et le Seigneur me dit, tu vas avoir ton appartement. Tu dois partir. Et au début, j'en parle à ma soeur. Ma soeur, elle me dit qu'elle le savait. Elle attendait juste que je le fasse parce que ça pouvait pas être une décision qui venait d'elle. Elle pouvait pas m'arracher comme ça. Parce que du coup, j'allais en vouloir à ma soeur. Et c'est ce qui allait se passer. C'est que elle le savait et moi aussi, je le savais au fond. Mes frères aussi, quand je leur ai indiqué, ils m'ont dit, c'est normal en fait que tu partes, Rachel. C'est normal, personne n'aurait cautionné ça. Mais on ne peut pas t'arracher comme ça en fait de ce milieu-là, puisque tu allais aussi nous en vouloir. Parce qu'en fait, la difficulté, c'est qu'on a du mal à voir le bon du mauvais quand on est dans ce genre de situation. On ne sait pas ce qui est bon pour nous, et en fait, on en veut vite aux personnes qui essaient de nous aider. Par exemple, mon copain, combien de fois en 2 ans, il m'a dit Rachel part. Je ne sais pas combien de fois. Combien de fois il m'a pris à la petite cuillère, il m'a ramassé, j'étais en pleurs, j'étais en larmes, j'étais à genoux.
Et il me disait, mais Rachel, c'est plus possible. Et je lui disais, mais non, t'inquiète, ça passe, ça va aller. Non, ça va pas aller. Et quand j'ai pris cette décision-là, personne pouvait me faire changer d'avis en fait. Là, c'était vraiment Rachel qui prend une décision pour Rachel. Là, c'était plus Rachel qui prend une décision parce qu'elle sait que voilà, c'était vraiment Rachel prendre une décision pour Rachel. J'ai cherché mes appartements et j'ai trouvé mon appartement en 3 semaines. C'est incroyable. Très rapide. Hein. Franchement, c'était un miracle. Ouais, pourtant, je trouvais ça très long. Au vu de ma situation, oui. c'était hyper long pour moi. Parce que c'était très tendu, que ce soit avec mon ancien beau-père, ma mère. C'était très tendu en fait. Dans la maison, dès que t'es arrivé, c'était très tendu. Et même mon frère avec qui que je suis très très proche quand même, c'est vraiment mon frère le plus proche qui vivait avec moi et qui lui aussi, à son échelle, a vécu des choses que je ne saurais tolérer. Bah, c'était dur. Et rien, par exemple, le fait de parler de ma mère, du mal qu'elle fait à mon frère, eh ben, c'est problématique. Mon frère, il parle d'une insécurité qu'il a. Et en fait, c'est remixé, c'est retourné. Et en fait, il se sent pas bien. Mais il a une insécurité, il a un mal-être. On ne peut pas le changer. Et ensuite, mon frère, il m'a vraiment soutenue. Il m'a aidé à faire le déménagement, il m'a aidé à trouver mon appartement, il m'a donné des conseils, il m'a aidé à tout ce qui est dans courses, etc. Ma soeur aussi m'a beaucoup aidé, mes frères, ils m'ont vraiment soutenue pour ça. Et en fait, c'est vraiment ça qui a fait que je me suis sentie revalorisée, reconsidérée. Dans le sens où je me suis dit, ok, Rachel, dans ta tête, tu pensais qu'ils étaient pas là. Enfin, tu savais qu'ils étaient là, mais pas trop. Mais en fait, si, ils sont là, ils te soutiennent, ils sont avec toi. Donc déjà, t'as tes piliers en fait. T'as déjà tes bons piliers. T'as le Seigneur, t'as Dieu qui est avec toi, qui te donne ton accord. T'as aussi la famille, de toute façon, qui s'était d'accord, qu'on soit très honnête, hein, là, à ce moment-là, qu'ils étaient d'accord ou pas, ça ne cherchait pas forcément l'issue du problème. Je cherchais pas un accord. Je cherchais seulement peut-être de la compréhension, et encore, même s'ils ne me comprenaient pas, c'était pas le cadet de mes soucis. Je suis vraiment partie du jour au lendemain, dans le sens où une semaine avant que ma mère, avant que je déménage, ma mère l'a su, je sais pas comment. Elle l'a su, c'était la Seconde Guerre mondiale. Elle m'a dit, jamais tu pars de la maison, tu vas rester ici, je vais te chercher dans toute la France s'il le faut. Vous connaissez l'ego. Sauf qu'en fait, j'étais tellement mal, et je crois que ce jour-là, j'ai vraiment fait une crise de panique. C'est vraiment ce qui s'est passé. Ouais. Parce qu'en fait, je me suis dit, en fait, si je meurs pas, je vais jamais sortir de cette situation. Wow. Il faut vraiment que je meure pour que je pense qu'ils comprennent ce que j'ai vécu et qu'ils comprennent que en fait ça va pas. Et ce soir-là, ma mère, elle m'a vraiment vue en crise et elle est venue me voir, elle m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Quel est ton mal-être? Et je pensais qu'elle avait compris. Je pensais qu'on allait se comprendre, et je lui ai dit, ok, je vais partir. Et elle m'a dit, non mais Rachel, pars pas. Elle a commencé à pleurer, etc. Personnellement, je sais ce que ma mère a fait. Je la connais. Elle sait que moi ça m'attend. Les larmes ça m'attend, la tristesse ça m'attend. Et je savais ce qu'elle faisait. Sauf que c'était... En fait, là, comme je l'avais dit, c'était mort. Personne ne pouvait me faire changer d'avis. Parce que j'étais fermement convaincue que si je partais, j'allais être mieux pour moi. Et en fait, quand je suis arrivée dans mon appartement, j'ai pleuré. J'ai pleuré de joie. Wow. Parce qu'en fait, je me suis dit, je suis enfin sortie de mon enfer. Parce que mon enfer, c'était chez moi. Sauf que c'était chez moi. Et là, mon chez moi d'aujourd'hui, c'est vraiment mon bonheur. Et depuis que je suis partie de mon ancienne maison, avec mon copain par exemple, pendant une période où on faisait que de s'embrouiller. Parce que vous voyez un panier de fruits, quand il y a un fruit pourri, il pourrit tous les fruits autour de soi. Et vu que j'étais dans un environnement qui était clairement toxique, je devenais toxique pour mon copain et c'était dur en fait. Même pour lui, ça a été dur. Et depuis que quand je suis partie, peut-être 3 mois après, donc je suis partie en novembre de chez mes parents, et là on est en mars, et du coup ça fait peut-être à peu près 6 mois que je suis partie, et depuis on se rend compte que on s'embrouille plus. C'est bizarre, mais je m'embrouille plus. Ouais. Pourtant on s'embrouillait beaucoup, hein, mais on s'embrouille plus. Mes copines, elles me trouvent un peu plus solaire, un peu plus joyeuse, mais je l'étais déjà, mais je sais pas comment vous expliquer. Là c'était vrai. Naturel, ouais, c'était vrai. C'était vrai. Même avec ma relation avec le Seigneur, elle était plus profonde. Elle était plus dans la compréhension, plus dans l'écoute. Parce qu'en fait, je savais pas l'écouter. Parce que j'étais vraiment dans ce truc de, ok, est-ce que si ils sont d'accord, est-ce que je suis vraiment... S'ils sont d'accord, j'accepte ce que Dieu me dit. S'ils sont pas d'accord, j'accepte pas. Donc maintenant, je suis vraiment plus dans l'écoute du Seigneur. Je l'écoute et j'applique ce qu'il me dit. Donc j'écoute vraiment ce qu'il me dit et j'ai appris à écouter et à avoir cette oreille-là. J'ai appris
à parler aussi, à raconter ce qui ne va pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui d'ailleurs j'en parle. Mais avant c'était un problème. Parce que je me disais, si j'en parle, ça veut dire que d'autres membres de ma famille vont le savoir, donc ils vont pointer ma mère du doigt ou ma famille, etc. Mais honnêtement aujourd'hui, je m'en fous. Je m'en fous parce que ce que j'ai vécu, d'autres peuvent le vivre et c'est tellement violent qu'on... En fait, il y a plein de détails, il y a plein de choses qui se sont passées, bien évidemment. Et là, j'ai raconté certaines choses graves, mais je suis loin du compte. Honnêtement, je suis très très loin du compte. Mais en fait, d'en parler, si ça peut aider les autres, je préfère le faire. Je préfère le faire dans le sens où peu importe l'image qu'on a de moi, peu importe l'image qu'on a sur ma famille, peu importe l'image ou la vérité qui se cache, en fait, c'est ma vérité. C'est mon histoire. Et en fait, rien que d'avoir la liberté d'en parler. Et là, je suis heureuse d'en parler dans le sens où je me sens bien, je me sens libre, je me sens bien chez moi, je me sens moi-même. J'apprends à me connaître, je me dis, ah ok, Rachel, t'aimes vraiment ça? Ouais, t'aimes ça, t'es plus comme ça, t'aimes plus sortir. Par exemple, quand j'étais dans mon ancienne maison, je sortais tout le temps. C'est bizarre, je sortais tout le temps, alors que je sais que je suis casanière. Mais ouais, c'est normal. Quand je fuyais, et depuis que je suis chez moi, ben, pourtant, j'ai aucune raison, j'ai aucune restriction. Je peux rentrer chez moi à 4h du matin s'il le faut. Je rentre chez moi, je prépare mes petits plats, je suis tranquille, je regarde mes séries, je prie, je médite. En fait, je suis pas la chrétienne parfaite et modèle carré, etc. Mais je suis juste Rachel. Rachel qui apprend à se découvrir aussi, qui apprend ce qu'elle aime, qui apprend qu'elle aime faire à manger, qu'elle aimerait faire de la pâtisserie, qu'elle aime sortir, qu'elle aime un peu regarder des séries, qu'elle aime profiter aussi de ses amis de temps en temps, qu'elle aime recevoir des gens chez elle. Et je pense que ça fait toujours partie de mon processus de réapprendre à me connaître. Mais en fait, vraiment, le fait d'être partie, ça m'a libérée. C'est un déclencheur. C'est un élément déclencheur. Parfois, quand on coupe une branche, faut pas juste la couper à la surface. Si tu la coupes à la racine, en fait, c'est vraiment une plus belle plante qui pousse. C'est vraiment c'est comme les cheveux. Quand on coupe nos cheveux qui sont en mauvaise santé, on attend des cheveux en très très bonne santé. Et ben c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai tout coupé. J'ai directement coupé à la racine. J'ai tout coupé. Et au final, un nouveau fruit. Un nouveau fruit qui peut aider les autres. Un nouveau fruit qui peut s'aider soi-même. Et surtout qui aide le Seigneur et qui arrive à comprendre ce que le Seigneur veut nous dire et veut dire aussi aux autres. Et je pense que c'est surtout le plus gros point pour moi qui a vraiment transformé ma vie aujourd'hui, si je peux le dire. C'était nécessaire. Moi, je pense que c'était vraiment nécessaire que c'est toi qui prends la décision. Totalement. Parce que le nombre de fois où tu nous as dit qu'on t'a dit pars, je l'ai pas fait. Parce qu'en fait, tu avais besoin d'apprendre à écouter Dieu à travers cette épreuve. C'était une épreuve qui était nécessaire pour que tu apprennes l'obéissance. Totalement. Et l'écoute de Dieu. Donc en vrai, peut-être t'as pris du temps, mais en fait c'était un temps qui était nécessaire pour toi. Que tu serais parti si par exemple ton copain t'aurait dit de partir, je crois que t'aurais pas forcément eu la même approche. Il n'y aurait pas eu le même impact, je pense. Je suis totalement d'accord avec ça. Et du coup on va continuer un peu par rapport à ça. Et par rapport au pardon, est-ce que tu penses aujourd'hui que tu as totalement pardonné à ta famille, à ton beau-père, etc., etc. Alors honnêtement, oui. En fait, c'est ça aussi la difficulté quand on est quelqu'un qui est pour les autres. J'ai pardonné ces personnes-là, j'ai pardonné ma maman, je l'aime toujours de tout mon cœur, hein. C'est ma mère, enfin il y a toujours de l'amour pour tous les membres de ma famille, etc. C'est quelqu'un que j'ai considéré aussi comme mon beau-père, donc je lui ai pardonné, il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là. Mais en fait, la personne que j'ai pris le plus de temps à pardonner, c'est moi. Me pardonner moi, ça a été très dur. Et en fait, ça a pris énormément de temps. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai pu me libérer. Parce qu'en fait, je me suis baptisée, avant de me baptiser, j'ai pardonné mon beau-père. Parce que je voulais pas rentrer dans le baptême sans le pardonner. Et c'est ça qui a permis que je puisse me baptiser et être plus libre. J'ai pardonné ma maman. Ça m'a permis d'être mieux mentalement, etc. Et de moins prendre les choses en considération et d'être plus légère sur ce qu'on me disait. Mais me pardonner, moi, c'était compliqué. Parce que je me suis dit, en fait, je m'aimais pas. J'aimais pas la personne que j'étais. C'était compliqué. Et en fait, quand je me suis pardonnée, c'était une libération, en fait. Et en fait, un jour, je me suis mise à genoux, je me suis dit, mais Seigneur, en fait, je me pardonne. Parce qu'en fait, j'aime pardonner les autres, j'aime les autres, mais moi, surtout, tu m'aimes. Mais aujourd'hui, je m'aime. Et je me pardonne, je m'accepte. Je m'accepte avec mes qualités et mes défauts. Je m'accepte en tant que Rachel, qui n'est pas parfaite, qui n'est pas la chrétienne parfaite, qui n'est pas l'élève la plus parfaite, qui n'est pas le membre de la famille la plus parfaite ou la fille la plus parfaite, mais qui est ce qu'elle est, tout simplement.
C'est ça en fait. Et tu sais, genre en plus l'amour de soi pour aimer les autres c'est essentiel. Totalement. Parce que ça je l'ai appris à mes dépens comme toi, hein, qu'en général quand tu t'aimes pas, tu vas finir par aimer de la mauvaise manière. Tu vois, je dirais pas trop aimer, c'est pas ça le terme, c'est plus tu vas aimer à tes dépens. Totalement. C'est genre en mode comme tu l'as dit, hein, tu vas te donner tout entière, tout de toi, tu vas dire, tu vas t'oublier pour les autres. Et ça, ce Père ne veut pas ça. La Bible en parle, qu'il ne demande pas qu'on s'oublie pour les autres, mais plutôt qu'on s'aime pour qu'on puisse aimer les autres. Totalement. En fait, en gros, tu veux pas donner un truc que t'as pas. Totalement. Mais par exemple, je l'ai ressenti cet effet-là. Quand je parlais à un garçon à l'époque, c'était tout. Je donnais, en fait, je donne toujours tout et trop vite. Dans le sens où t'as pas de demi-mesure et tu sais pas en fait ce que... En fait, j'ai l'impression que je cherchais un peu d'approbation chez les gens. Que ce soit chez mes amis, que ce soit chez les garçons avec lesquels je parle. Et en fait, parfois, ça crée des problèmes aussi à l'intérieur de moi. Et en fait, ça me rapporte plus de problèmes qu'autre chose. Parce que je ne sais pas aimer. Et du coup, vu que je ne sais pas aimer, ce qu'ils me donnent en retour, je sais pas l'accepter. Parce que du coup, c'est pas comme moi j'aime. Et du coup, c'était par exemple, avec mon copain actuel aussi, ça a été un problème pendant longtemps. Parce qu'en fait, je donne, mais il me donne pas forcément de la manière dont j'aime l'aimerais. Mais c'est pas sa faute. Il donne comme il peut et je donne comme je peux. Mais comme je ne savais pas aimer et que je cherchais toujours cette approbation, c'était compliqué. Jusqu'à ce qu'il me dise, mais en fait, Rachel, dans tous les cas, je vais t'aimer comme t'es. J'ai pas besoin que tu fasses ci, ça ou quoi que ce soit. Ça me fait plaisir. Et je suis contente que tu me fasses plaisir, etc. Mais Rachel, moi je t'aime pour ce que tu es. Je t'aime pas pour ce que tu m'offres ou pour l'attention que tu me donnes. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai vraiment commencé à réfléchir, à me poser des questions sur vraiment, est-ce que tu t'aimes? Comment tu t'aimes? Pourquoi tu t'aimes? Et c'est vraiment des questions qu'il faut se poser régulièrement. Pas juste quand on a des problèmes, mais régulièrement dans le sens où il faut se poser, ok Rachel, t'aimes ça sur toi, t'aimes ça sur toi, t'aimes ça sur toi. Moi, pendant un moment, mon copain il me faisait répéter tout le temps, Rachel, t'es une femme précieuse. Tu dois te dire que t'es une femme précieuse, que t'es une femme belle, que t'es une femme intelligente, que t'es une créature de Dieu, que tu es aimée, que tu es entourée. Et en fait, ce processus de se dire ces choses-là, ça rentre et tu te dis, mais en fait, oui, je suis aimée, je suis une créature de Dieu, je suis entourée, j'ai des amis qui m'aiment pour ce que je suis et je suis Rachel et qu'on m'aime, qu'on ne m'aime pas, ça ne changera pas ma nature. C'est ça. Et en fait, par rapport à ta reconstruction, ça prendra du temps. Totalement. Mais ça peut aussi se faire très rapidement. Totalement. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que tu as déjà la bonne méthode. Tu te reposes sur Dieu, tu lis la parole de Dieu et tu l'appliques. C'est vraiment l'application de la parole qui a aidé par rapport à ce que tu me racontes. Et ce que tu me disais, c'est que tu es encore dans ce truc de j'ai du mal à parler, je dis trop oui, j'ai du mal à dire non. Mais sache que tu as le droit d'être toi. Parce que des fois, c'est vrai que quand on apprend à se découvrir en Christ, on a du mal à se dire en fait, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que je suis vraiment autorisée à faire ça? Parce que avant je le faisais, on me le reprochait en fait. Totalement. En fait, c'est parce que c'est comme si en fait ton âme, ton esprit, lui, il va bien, tu vois. Ton esprit, il est en Jésus-Christ, mais ton âme est traumatisée. C'est comme prends une personne que tu sors de prison alors qu'elle était séquestrée depuis des années. Elle va dire qu'on dirait qu'elle est encore dans la prison. Elle va être enfermée, elle va être vide. Pourtant, on la sorti de la prison, elle est libre. On dit madame, mais vous êtes libre. Et pourtant, elle est complètement vidée. Parce que son âme, son corps est traumatisé par ce qu'elle a vécu. Et des fois, ces personnes-là retournent dans leur enfer. C'est ça, beaucoup de femmes battues retournent avec leur mari. Parce qu'ils retournent dans leur enfer parce qu'ils ne connaissent que ça et c'est leur sécurité. C'est ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'en fait, des fois quand tu sors d'un truc aussi. Surtout, comme tu as dit, t'as coupé la racine, t'as dit allez hop, c'est bon, je coupe tout. C'est-à-dire, en fait, des fois tu vas te dire, est-ce que vraiment, t'as des moments de doute, des moments où tu te dis, mais c'est vrai ce que j'ai vu, est-ce que c'est vraiment réel, est-ce que j'ai le droit d'être moi-même? En fait, parce que t'as coupé d'un coup, et du coup, ta âme est encore traumatisée. Mais du coup, ça prend besoin d'être restauré. D'où le renouvellement du cœur et avoir le cœur de Dieu, en fait, tu vois. Totalement. Et le chercher. Et c'est là que tu verras que ta restauration va atteindre son aboutissement. Mais c'est sûr que tu vas voir qu'au bout d'un moment, tout ce que tu me dis, ça sera acquis. Carrément, tu vas dire, ah j'ai fait comme ça. Tu vas me raconter comment tu vas faire, carrément. Mais Dieu va t'aider. C'est une certitude, je le sais. Et c'est vrai qu'au début, j'avais beaucoup de doutes, dans le sens où, est-ce que j'ai vraiment bien fait de partir? Est-ce que... En fait, j'étais dans la culpabilité parce que je me dis, en fait, j'ai laissé ma mère. En fait, c'est vraiment... Moi, j'aimais pas forcément l'abandon et j'avais l'impression d'abandonner. Wow, okay. Et en fait, je me suis posée un jour, j'ai prié et je me suis dit, mais en fait, t'abandonnes qui en fait? T'abandonnes personne. Tu t'es pas abandonné. Là, ce que tu fais, c'est que t'abandonnes personne, tu te sauves. Et c'est ça le plus important.
C'est ça en fait. Alors maintenant, qu'est-ce que tu aimerais dire à quelqu'un qui est dans cette situation, qui a la situation que tu vis actuellement ou que tu as vécu dans le passé? Qu'est-ce que tu aimerais lui dire pour l'encourager? Alors moi, si je pouvais donner un conseil, c'est vraiment ne pas hésiter à penser à soi. Peu importe ce qu'on dise que tu es égoïste, qu'on dise que tu es impur, que tu n'es pas une créature de Dieu, que tu es une malédiction pour la vie d'une personne, c'est pas parce que tu es une malédiction pour, soi-disant une malédiction bien évidemment pour quelqu'un d'autre, que tu ne seras pas une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Dans le sens où il faut apprendre aussi à se connaître et à oser dire non. Non, c'est vraiment pas notre meilleur ami, mais parfois il faut oser le dire. Il faut aussi savoir comment dirais-je, s'affermir dans le sens où penser et dire les choses sans avoir peur, dire ce qu'on pense sans forcément blesser les gens, mais en étant toujours aligné avec ce que tu penses. Si tu vois que ta situation elle est trop problématique, n'hésite pas à partir. Il y a toujours des solutions. Moi, je pensais par exemple que ça allait être beaucoup plus dur financièrement pour moi quand j'allais partir chez mes parents. Ce n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Je suis beaucoup mieux dans ma solitude, enfin solitude non, parce que je vis seule, mais solitude dans mon appartement seul qu'avec mes parents. Donc n'hésite pas à partir, parle-en, aie confiance en toi et aie confiance en Dieu. Pour moi, c'est les points les plus importants. Et après, c'est un processus. Il n'y a pas quelque chose, tu vas pas passer du jour au lendemain au bonheur ultime et absolu. C'est pas le cas. Je tenais aussi à le préciser, c'est pas tout de suite. Dans le sens où tu dois aussi apprendre à te redécouvrir, etc. Parfois, ça peut être assez rapide, mais ça va quand même prendre son temps. Tu verras pas tout de suite les résultats, mais tu vas être amené à comprendre les autres, à te comprendre toi aussi. Et c'est le plus important. Donc, aie confiance en toi. N'hésite pas à partir si tu sens que tu n'es pas en sécurité. Parle autour de toi et parle-en surtout au Seigneur. Parce que lui, c'est le bon berger et il aura toujours des projets de bonheur et jamais de malheur pour ta vie en fait. Et ça, c'est vraiment un point sur lequel j'insiste. C'est que le Seigneur a toujours des bons plans pour nous. Et parfois, parler et lui dire ce qu'on pense et ce qu'on ressent, c'est lui qui va nous trouver des solutions. Et parfois, il parle aussi aux personnes qui sont autour de nous. Donc si tu vois qu'une personne a un discours, ok, mais si tu vois qu'il y en a 6, 7, 8 qui ont le même discours, il faut commencer à se poser une question et surtout se dire, ok Seigneur, est-ce que c'est vraiment le bon chemin que je suis en train d'emprunter? Voilà. Ok, merci pour ces derniers mots. En tout cas, si c'est ton cas, comme elle l'a dit, n'hésite pas à en parler. L'espace commentaire est ouvert et notre page Instagram est là pour écouter si vous êtes en danger, que vous avez en situation de danger, de problème, n'hésitez pas à en parler. On mettra aussi un numéro d'urgence pour les personnes qui sont dans ce genre de situation, que ce soit des violences conjugales, des violences dans la famille, par tes parents, par un membre, peu importe. N'hésite pas à en parler parce que malheureusement, il y a des personnes qui s'en sortent pas. Malheureusement, il y en a qui en parlent trop tard. Et nous, on veut vraiment parler de ça aujourd'hui pour que tu puisses en parler au bon moment et pouvoir te sortir de là. Comme elle l'a dit, Dieu a un plan pour toi. Dieu veut te voir réussir, Dieu veut te voir briller. Et c'est pas en subissant ces malheurs, ces sévices que tu vas pouvoir avancer en fait. Ne t'afflige pas à ça et laisse-toi vivre, laisse-toi briller en fait. Et pour clôturer, je vous remercie déjà d'avoir regardé cette vidéo aujourd'hui. Je te remercie Rachel pour ton intervention, ton témoignage qui était très, très beau et très intéressant. Merci à toi, merci. Et je suis sûre que ça en touchera plus d'une. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo à une femme qui pourrait être touchée par ce message, par ce sujet. Et commenter et partager. Et je vous retrouve pour le mois prochain avec une nouvelle vidéo.